Et donc je vais commencer ma présentation par un aveu. En tant que philosophe, la notion de diplomatie culturelle ne m'était pas familière. Mais par contre, dès que j'ai commencé, comme tout le monde, à aller chercher sur Internet ce que pouvait signifier cette notion, je suis tombé bien entendu sur le dictionnaire développé notamment par l'Institut, que j'ai regardé la définition donnée, j'ai tout de suite compris que ça rentrait tout à fait en phase avec mes centres de recherche en philosophie politique qui concernent la gestion de la diversité culturelle et l'opposition entre un modèle de gestion de la diversité construite sur l'idée de neutralité de l'État et un modèle de gestion de la diversité culturelle construite autour de l'idée d'interculturalité. Alors en particulier, ce qui m'a frappé dans la notion de diplomatie, dans la définition de la diplomatie culturelle, c'est, si je reprends cette définition prise du dictionnaire, ensemble des moyens non contraignants par lesquels des pays font la promotion de leurs valeurs culturelles et politiques dans le reste du monde. C'est les mots promotion de leurs valeurs culturelles et politiques qui m'intéressent particulièrement, et j'insisterai encore plus sur deux mots, promotion, et par ailleurs sur leur. Parce que donc dans l'idée de promotion, il y a l'idée quand même de qu'est-ce que ça veut signifier. Donc l'essentiel de mon intervention portera sur une réflexion sur que signifie cet impact de promotion, et d'autre part, on dit leurs valeurs culturelles et politiques. Donc comment est-ce qu'on identifie quelles sont les valeurs de qui dans des sociétés qui sont multiculturelles, qui sont diverses. Il est fort à parier que les valeurs culturelles et politiques qui seront promues dans le reste du monde par ce qui va m'intéresser moi, une autorité publique, ne soient pas les valeurs de tout le monde, fatalement. Ce sera les valeurs sans doute d'une majorité, ou alors un set de valeurs incohérent. Pose du coup, c'est la question de savoir si la notion de diplomatie culturelle ne risque pas d'être discriminatoire envers les minorités culturelles. Et donc je vais développer cette interrogation, d'une part dans le cadre de l'exigence libérale de neutralité de l'État, et d'autre part dans le cadre d'un cadre plus républicain construit autour de l'idée d'interculturalité. Yes. So the debate is all around the definition of cultural diplomacy. Defined here as all the means you can use that are non-coercitive through which some countries can promote their values. And the question here of this presentation, the issue at stake is to define more precisely maybe the two keywords here. What is promoting and what is their values? Well, to what extent can you say it's your values? So there are some limits to this, maybe discriminations against minorities and neutrality we will examine. But the main question is about this definition. Donc je commence par la première question, donc liée au cadre plutôt libéral de la neutralité de l'État. Quelles conditions la diplomatie culturelle peut être compatible avec cette exigence de la neutralité de l'État? Puis je m'intéresserai plus spécifiquement à la question de l'interculturalité à partir du livre blanc du Conseil de l'Europe sur le dialogue interculturel, ce qui m'amènera à considérer que la diplomatie culturelle peut être redéfinie comme étant finalement l'art du dialogue interculturel. Sur le premier point, j'aborde la question de la diplomatie culturelle en faisant d'une part une restriction par rapport à l'usage possible de la diplomatie culturelle, puisque je vais m'intéresser uniquement à la question de la diplomatie culturelle exercée par l'État et pas par le secteur privé en particulier, puisque la question de la neutralité, c'est la question de la neutralité de l'État qui se pose. Un agent privé n'a pas à être neutre, donc la question n'avait pas de sens pour le secteur privé. Mais je vais l'élargir, puisque, on l'a vu, c'est la promotion de leurs valeurs pour le reste du monde, dans la définition reprise dans le dictionnaire. Or, la diversité culturelle n'est pas simplement une diversité internationale, elle est bien entendu également une diversité intranationale, et donc la notion de diplomatie culturelle a aussi du sens au sein même d'une communauté politique. Donc je reviens sur ma question, que signifie promouvoir donc, des valeurs culturelles et politiques ? Et notamment, est-ce que promouvoir signifie simplement informer sur les pratiques culturelles ? Ou bien, et quand on entend le mot promouvoir, on a envie d'aller plus loin, cela signifie plutôt chercher à susciter l'adhésion à celle-ci et donc convaincre les autres d'adopter les mêmes valeurs culturelles et politiques. Si ça se limitait à informer, donc si on a une définition, une compréhension extrêmement faible de la notion de promotion, si ça signifie simplement informer sur les pratiques culturelles pour éviter les mésententes, etc., alors la question ne se pose pas. La question de la compatibilité à l'exigence de neutralité libérale se pose si on entend l'idée de promotion dans un sens plus fort,
donc de susciter l'adhésion à celle-ci. Donc là, on a même l'impression que c'est d'emblée en contradiction avec l'idée de neutralité de l'État, puisque l'État n'a pas à être neutre, donc l'État a à être neutre, donc il n'a pas à prendre fait et cause pour un ensemble de valeurs, et encore moins à chercher à imposer, on va dire ça comme ça, pour le dire, ces valeurs à d'autres personnes. Donc finalement, la diplomatie culturelle pourrait être présentée comme une forme d'euphémisme pour un impérialisme culturel. Alors, ce serait aller un peu vite de faire cette conclusion, puisqu'on parle de valeurs culturelles et de valeurs politiques dans la définition. Or, la question de la neutralité de l'État ne se pose que, je dirais, à propos des valeurs culturelles. Il y a, dans le cadre du libéralisme politique, donc qui est la pensée dominante en philosophie politique, une distinction de base, une distinction fondamentale, qui est la distinction entre le juste et le bien, qui épouse, grosso modo ici, la distinction entre les valeurs politiques et les valeurs culturelles. Le juste, les principes de justice, les valeurs de justice, on va dire, sont les valeurs qui entendent définir comment garantir la coexistence d'une égale liberté des individus au sein ou des communautés au sein d'un même espace politique. Le bien, par contre, c'est plutôt justement les cultures, les conceptions de la vie bonne, quelles sont les valeurs constitutives de la bonne manière de vivre que peuvent développer chacun de ces individus à partir des ressources qui sont garanties par le juste. En fait, pour exprimer de manière plus métaphorique, et c'est peut-être dangereux de faire ça à cette heure-ci de la journée, mais l'image du gâteau est en fait l'image la plus simple pour, me semble-t-il, distinguer la question du juste et la question du bien. Un philosophe trouverait ça un peu trop caricatural, mais enfin, je pense quand même que ça permet de poser bien la question. La question du juste, c'est la question de la répartition du gâteau. Comment garantir, le gâteau étant les ressources économiques, mais sociales, culturelles, on peut avoir une compréhension assez large du terme de ressources, mais non. Comment garantir à chacun une part équitable des ressources. Et il y a plein de théories de la justice, ça ne signifie pas forcément répartir le gâteau de manière strictement égalitaire pour chacun. Peut-être qu'on va devoir tenir compte pour les uns des besoins, et donc moi, étant grand, j'aurai droit à une part du gâteau plus grand, surtout si c'est au chocolat, que d'autres personnes. Ou bien il y aura une question de mérite, la personne qui a fait le gâteau aura peut-être droit à une part plus importante. Donc la question du juste ne signifie pas un consensus sur l'idée d'égalité, mais signifie la question du partage de ressources entre les différents membres d'une communauté politique. La question du bien, c'est plutôt qu'est-ce que chacun va faire de sa part du gâteau. Doit-on manger avec élégance le gâteau et les découverts, ou peut-on s'empiffrer, pour le dire de manière caricaturale? Doit-on le manger entièrement, ou devrait-on plutôt se sacrifier au profit de quelqu'un dont les besoins seraient plus importants, etc., par exemple. Mais donc, quelle part du ressource revient à chacun, la question du juste, et la question du bien, qu'est-ce que chacun fait de la part des ressources qui lui revient. Okay, in this first part, Dr. De Breuiller examines the tension between two aspects of the promotion. In fact, the state, and we saw that today especially, is supposed to be neutral in this cultural diplomacy and shouldn't intervene too much in a liberal conception of history. But at the same time, promotion is not only a basic, simple presentation of notions and values. It is also the fact that the state wants to create a kind of shape of adherence for these values. So there is a first issue here about state neutrality in the case of cultural diplomacy. The second one is about the values, the content of these values. Let's take this cake, for example. At least two questions can be raised about what is fair here, how should I share this cake, and what is good? I mean, what is the good content I should give to some people and not to others? So at least here there is a mix between these two notions that are involved by any cultural state, cultural diplomacy. Alors la distinction est assez claire conceptuellement, mais elle est beaucoup plus difficile à mettre en pratique, à se distinguer quand est-ce qu'on est de l'ordre du juste et quand est-ce qu'on est de l'ordre du bien. Or, la neutralité de l'État est exigée uniquement par rapport au bien dans un cadre libéral. Si je prends par exemple la question du port du foulard, du foulard islamique qui a
qui fait débat dans la plupart des sociétés occidentales actuellement. Pour les uns, c'est justement une question d'égalité homme-femme, donc de principe de justice, d'assurer à chacun, à chaque homme, à chaque femme des droits égaux, et donc il faudrait l'interdire, tandis que d'autres, au contraire, considèrent que toute forme d'interdiction est un jugement sur des types de valeurs culturelles, une type de manière différente de vivre cette égalité homme-femme. Et donc là, on voit que le jugement factuel sur des questions aussi controversées que le port du foulard, finalement, la distinction est problématique en elle-même, ou en tout cas, savoir si c'est un enjeu qui relève du juste ou du bien est un des enjeux sous-jacents au débat politique. Donc, j'essaye vraiment d'aller à l'essentiel. Donc, premier aspect de la controverse, la diplomatie culturelle n'est problématique dans un cadre libéral que si il s'agit de promotion au sens d'adhésion et que si le contenu des valeurs n'est pas seulement des valeurs politiques mais également des valeurs culturelles. Mais la deuxième partie de mon intervention porte plutôt sur la question de la remise en cause de cette neutralité. Est-ce que malgré tout, est-ce qu'on doit se limiter au constat que la diplomatie culturelle serait problématique si elle porte sur des valeurs culturelles, ou bien sortons du cadre libéral et ne pouvons-nous pas alors penser de manière plus positive la diplomatie culturelle? Sortir de ce cadre libéral, c'est justement ce que semble faire le Conseil de l'Europe lorsqu'il promeut comme modèle de la gestion de la diversité non pas la simple neutralité de l'État, mais la mise en place d'un dialogue interculturel. Ce faisant, il entend éviter un double écueil, à la fois l'écueil, je vais dire communautariste, d'une exigence d'assimilation des minorités culturelles au modèle dominant, mais d'autre part, l'écueil d'une ghettoisation de la société en une multiplicité de communautés, sans construction, sans recherche de définition d'un projet commun et de valeurs communes. Alors ça apparaît, me semble-t-il, lorsqu'on analyse de plus près ce livre blanc, et je vais me limiter à essayer de porter cette analyse sur les principales définitions trouvées de ce dialogue interculturel dans le livre blanc. Premièrement, une définition comme échange de vues, ouvert, respectueux et basé sur la compréhension mutuelle entre des individus et des groupes qui ont des origines et un patrimoine ethnique, culturel, religieux et linguistique différents. Là, au centre de cette définition, on trouve l'idée de compréhension mutuelle. On pourrait même dire, à la lecture de ce dialogue interculturel, que la diplomatie culturelle pourrait être présentée comme une des conditions de réussite du dialogue interculturel. Cette possibilité de réaliser cet échange de vues ouvert implique que les différents participants au dialogue interculturel aient une attitude de diplomatie culturelle, au moins dans une compréhension intuitive de ce que c'est la diplomatie culturelle, au moins comme étant la capacité de prendre en compte dans notre comportement la manière dont ces comportements seront reçus par les autres. C'est une forme je dirais, la manière dont moi j'aurais défini naïvement la diplomatie culturelle n'aurait pas, dans une première intention, aurait été par cette capacité de prendre en compte la manière dont nos comportements sont reçus par les autres et donc de parvenir à intégrer le cadre culturel de l'autre et à anticiper la manière dont notre comportement sera anticipé. Mais si on en est là, on n'en est pas à la question de la promotion des valeurs. Si on est dans la question de la promotion des valeurs, on dépasse la simple question de la compréhension mutuelle pour avoir un dialogue interculturel qui semble avoir une finalité plus ambitieuse que la simple compréhension mutuelle, mais l'entente sur des valeurs communes. Si les intervenants dans ce dialogue interculturel cherchent à promouvoir, ils cherchent à convaincre, et donc soit ils cherchent à imposer par la rhétorique, etc., soit si j'ai une vision quand même plus positive, qui est en principe celle sous-jacente au dialogue interculturel, l'enjeu n'est pas la simple compréhension, l'enjeu est l'entente sur des valeurs communes. So, in this second Professor Debré examines the fact that there is a kind of model for this one. It is not cultural diplomacy, but of intercultural dialogue, set up by the Council of Europe in 2008 in what is called a white paper. In this white paper, we've got some elements of this new cultural diplomacy understood as a means to integrate the other's viewpoints and others' attitudes in the way we act and the way they can perceive us in our actions. So this is and could be a good start and a good example for a state cultural diplomacy.
The extract you have got here is an extract from precisely this white paper that I can translate for you. So the intercultural approach offers a forward-looking model for managing cultural diversity. It proposes a conception based on individual human dignity, embracing our common humanity and common destiny. If there is a European identity to be realized, it will be based on shared fundamental values, respect for common heritage and cultural diversity, as well as respect for the equal dignity of every individual. So this could be a model for the states. Alors, de cette définition, qui me paraît bien plus large du dialogue interculturel et plus riche que la première qui a été donnée, puisque là, on va clairement dépasser la simple question de la compréhension mutuelle. Je vais essayer de... Enfin, chaque terme mériterait d'être commenté, me semble-t-il. J'en choisis quelques-uns qui sont ceux en italique, sur lesquels je vais m'attarder maintenant. En mettant en évidence que le dialogue interculturel semble reposer sur 3 préalables: le respect de la dignité individuelle, d'une humanité commune et d'un destin commun. Alors, ces 3 préalables me semblent former un ensemble assez cohérent, mais faire signe chaque fois à des volontés d'éviter chacun un écueil différent. Donc, en insistant sur la dignité individuelle, il s'agit bien de mettre au cœur l'idée d'individu par rapport à une position plus communautarienne qui insisterait d'abord sur la communauté, qui soumettrait l'individu à la communauté. Donc, il va y avoir un respect dû à l'individu, donc dû à ses différences, donc aussi à sa culture, à ses valeurs propres, lorsqu'elles sont en tension avec celles de la communauté. Mais cette dignité individuelle, ce respect dû à l'individu, ne doit pas conduire à un relativisme radical où les valeurs seraient propres à chaque individu sans qu'il puisse y avoir finalement discussion sur ces valeurs, puisque ce seraient les goûts et les couleurs qui ne se discuteraient pas. Non, l'individu appartient à une humanité commune. Et à partir du moment où il appartient à une humanité commune, il y a place pour une réflexion sur des valeurs qui seraient communes à cette humanité. Et ce qui fonde la nécessité d'avoir ce dialogue interculturel en vue de l'entente sur des valeurs partagées, c'est le fait que nous coexistons au sein d'un même monde et que cela implique... Pensez aux enjeux, je ne sais pas moi, aux enjeux liés à la crise économique ou au réchauffement climatique, etc. Cela implique un destin commun. La gestion de cette même humanité implique que la dignité individuelle soit quelque part transcendée par la définition d'un projet commun. Mais projet commun, c'est un autre terme qui me paraît particulièrement important dans la définition, c'est que le dialogue interculturel est ouvert sur l'avenir. Donc on va chercher à construire une identité qui soit une identité qui se définit par le projet projeté dans l'avenir. Ce qui nous oppose à une autre conception de l'identité, qui serait une identité héritée de dimension historique, une identité traditionnelle, une identité qui serait celle qui nous proviendrait d'un passé. Non, l'identité européenne par exemple, pour ce qui concerne le livre blanc sur le dialogue interculturel, l'identité, elle se définit par le résultat du dialogue interculturel entre des personnes qui cherchent à définir des valeurs partagées, on y arrive, à définir des valeurs partagées qui seraient constitutifs de ce projet commun. Alors, donc cette identité qu'on cherche à construire au travers du dialogue interculturel, on rappelle 3 notions de respect qui renvoient quelque part au préalable, mais avec un déplacement de termes qui me paraît être assez significatif. Construire une identité qui soit respectueuse de notre patrimoine commun. Alors le nôtre, il apparaît dans la définition française, mais il n'apparaissait pas dans la définition anglaise qui a été donnée. Ça me paraît être significatif. Je vais rester sur le texte français parce que ce nôtre, justement, me paraît important à souligner. Dans la définition anglaise, je ne sais pas le patrimoine à qui il est commun. Ici, on dit notre. Alors, c'est une manière de poser la question plus précise. Qui est ce nous, en définitive, comme tout à l'heure, qui était le leur de leur valeur? Eh bien, je crois que c'est quand même important de parler d'un nous, parce que s'il s'agit donc d'avoir une identité qui émerge du dialogue interculturel, des valeurs qui sont partagées au terme de ce dialogue, ça signifie aussi que le dialogue interculturel implique de sortir du statu quo dans lequel on est confortable, comme l'ambassadeur nous le rappelait à l'instant. Donc il faut accepter de dépasser, de remettre en cause, de voir l'échange, le dialogue interculturel. C'est ça, c'est que l'échange entre les cultures permette un enrichissement et de définir des valeurs partagées qui soient finalement le fruit de cet enrichissement. Mais ça signifie donc être prêt à se transformer, à sortir donc du statu quo. Mais pour que ce soit possible, il y a un élément qui est essentiel, me semble-t-il, c'est de tenir compte de l'importance
pour les participants à ce dialogue interculturel, d'une forme d'unité narrative. On peut penser le changement, on peut penser l'évolution, on peut penser la transformation de cette identité, mais à condition que cette transformation reste inscrite dans un récit de vie qui soit cohérent, que je puisse expliquer pourquoi mes valeurs étaient celles-ci à un moment donné et pourquoi subitement je change. Si c'est une transition qui est vue comme un abandon, une suppression, une destruction de mes valeurs hérité du passé, ça va être extrêmement difficile ou extrêmement exigeant de la part des personnes à qui on demande cette évolution de l'accepter. Et ça implique, me semble-t-il, qu'on accorde une attention non seulement à la reconnaissance qui est due aux minorités discriminées, mais souvent également à quelque chose qu'on oublie, c'est la reconnaissance qui est due au fait que les majorités sont déstabilisées par ce dialogue interculturel, sont déstabilisées par le fait qu'elles vivaient dans une société qui était construite sur un ensemble de certitudes, une tradition, des valeurs très claires, et elles ont été déstabilisées par, sans que ce soit négatif, mais il faut entendre le fait qu'elles ont été déstabilisées, et donc ça crée un facteur de résistance. Si on n'est pas capable de rendre compte et d'avoir un discours qui permet de reconnaître le fait de la déstabilisation, qui est quelque part une forme de symétrie de la discrimination que subissent par contre les minorités, on risque de créer plutôt des phénomènes réactionnaires, des phénomènes de tension, des phénomènes de rejet. Je pense par exemple à la controverse en France générée par le mariage pour tous. C'est, me semble-t-il, particulièrement illustratif de l'incompréhension d'une majorité qui voit son monde s'effondrer. Alors je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose que son monde s'effondre, mais que si on veut parvenir à penser une évolution des valeurs ou pas, je laisse entre parenthèses la question de savoir si c'est bon ou pas, ce n'est pas mon objet ici. En tout cas, on ne peut penser les conditions de réussite d'une telle évolution que si on prend en compte le caractère déstabilisant pour la majorité de ce type de changement, et que l'on fait preuve de quelque chose qui ressemble quand même à une diplomatie culturelle à l'égard de la majorité. Donc le respect pour le patrimoine commun, c'est aussi le respect pour le fait qu'il y a eu une identité qui vient de l'histoire, qui ne doit pas être l'identité de demain, mais il faut parvenir à penser cette unité narrative, ce lien entre comment faire en sorte que la majorité puisse accrocher l'identité que l'on construit aujourd'hui à son passé. So if we come back to this long but more precise definition than the one given in introduction. So the definition given by the Council of Europe in this white paper, we can insist and try to examine some of the key words used by the definition. They insist a lot on human dignity first, but individual dignity opposed to communitarianism. So it means that people are not considered as being members of communities first, but as individuals. And also the fact at the same time that if they are individuals on the one hand, on the other hand, they belong to a common humanity. So if they build something common with others, it is not through humanity, it is not, through communities, but it is through the notion of humanity and, a common destiny. What is the content of these, common elements? It is clearly forward-looking, so people are not anchored in the past. They are not. Their fate is not already written. It is clearly a forward-looking conception. And concerning the content of this identity, it is partly based on history, but not on history that would be a narrative that is already written, but something that is to be defined in common. And what has to be found, especially to unite people, as we saw yesterday, is maybe to find a single narrative of these past events, to try to find something common in this common heritage concerning the past and allowing the building of a common destiny. So of course there are some tensions and debates if we try to apply these notions concretely, because often majorities in some countries are threatened by these radical changes in values, and they sometimes are scared by these changes, clearly.
La définition termine, d'ailleurs, je la reprends 2 secondes, elle termine, si on poursuit la phrase, le respect est dû à notre patrimoine commun, et puis revient des termes comme le respect dû à la diversité culturelle et le respect de la dignité de chaque individu. Alors, notamment, ce rappel du respect de la dignité individuelle pourrait donner l'impression que la définition bégaye, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'on avait commencé par poser comme préalable ce respect dû à la dignité individuelle. Ça me paraît toutefois assez significatif, et je ne crois pas que c'est simplement une faiblesse d'écriture. Le respect de la diversité culturelle me semble rappeler que si notre dialogue interculturel vise l'entente sur des valeurs partagées, cette entente reste un horizon, reste quelque chose vers lequel on tend, mais que l'on n'atteindra jamais. Donc on va se retrouver systématiquement dans une forme de valeur partiellement partagée par le nôtre de nos valeurs qui serait partagé ne serait toujours jamais que le nôtre d'une majorité face auquel des nouvelles minorités persisteraient. Et donc, la diversité culturelle, elle persiste encore au terme, il n'y a jamais en fait de terme du dialogue interculturel. On est toujours dans un cadre dynamique où un dialogue interculturel fait évoluer les valeurs que l'on pourrait considérer comme les valeurs majoritaires ou dominantes ou constitutives de l'identité d'une communauté politique, mais cette communauté politique sera toujours traversée par des minorités qui vont continuer à contester ces valeurs partagées et ainsi relancer continuellement le dialogue. Mais si cette diversité culturelle persiste, le respect de la dignité individuelle, on fait bien de le rappeler, puisque il est là en préalable, il est du dialogue interculturel, il est toujours là au cours, comme au terme toujours transitoire d'un dialogue interculturel. En fait, le dialogue interculturel ne met pas fin à une forme de dualité majorité-minorité, il y a toujours une dualité majorité-minorité qui est traversée, mais je dirais que le signe empirique d'une réussite du dialogue interculturel serait que les majorités et les minorités bougent ou évoluent au sein de la société, que la majorité traditionnelle, si je puis dire ainsi, soit poreuse aux apports des minorités culturelles et que ceux qui hier étaient un représentant des minorités ou se vivaient comme étant représentants des minorités s'identifient aujourd'hui à un élément essentiel de la majorité. Si je pense au résultat par exemple de l'immigration italienne en Belgique, il y a 50 ans était vue comme étant une minorité italienne au sein d'un pays qui ne se reconnaissait pas dans l'apport de la culture italienne. Aujourd'hui, ça fait pratiquement partie de notre mode de vie, à la fois sur le plan alimentaire, si je prends de l'anecdotique, l'usage commun des pâtes dans notre culture, comme sur le plan de qui est notre Premier ministre. Il s'appelle Elio Di Rupo, donc c'est un nom issu de l'immigration italienne, et personne ne se dit que c'est quelqu'un qui est, oui, issu de l'immigration, mais issu d'une immigration lointaine. C'est vu comme étant quelqu'un qui maintenant appartient à la majorité à part entière. Donc là, ça reflète la porosité, mais cette dualité majorité et minorité persiste et est indépassable. Alors, ce détour par le dialogue interculturel permet de remettre en perspective la diplomatie culturelle et spécialement qu'est-ce que signifie faire preuve de diplomatie culturelle pour un État. Je dirais que l'État a une triple mission en termes de diplomatie culturelle, me semble-t-il. À la fois, je dirais, une dimension en préalable, je dirais que l'État est d'abord dans le cadre d'une perspective plus républicaine construite sur l'idée de dialogue interculturel. L'État n'est pas simplement donc l'instance qui doit assurer la neutralité entre les cultures, mais elle doit être l'instance qui institutionnalise ce dialogue interculturel. Ce dialogue interculturel, il existe dans les échanges informels, etc., mais il est aussi institutionnalisé dans les institutions publiques, et il a donc une mission d'institutionnalisation de ce dialogue interculturel qui se décline, j'y reviens, à 3 niveaux. Premièrement, rendre possible le dialogue interculturel au sein de la communauté politique. Deuxièmement, refléter dans ces dispositifs publics les valeurs qui sont toujours partiellement issues du dialogue interculturel, donc toujours partiellement contestées également. Mais troisièmement aussi, en tant qu'État, il participe au dialogue interculturel, non plus à l'échelle de la communauté politique, mais à l'échelle globale, face à d'autres États, mais si, je rappelle ce qui vient d'être dit, face à des ONG, face à des compagnies, des multinationales, etc., etc. Donc, lorsqu'il participe au dialogue interculturel global, là aussi, il va refléter un certain type de valeurs, et leur valeur donc qu'il entend promouvoir, ça doit être leur valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui sont issues du dialogue interculturel qui s'est développé au sein de la communauté politique.
Je termine par un exemple de controverse qui est issu du débat canadien, mais qui est québécois plus proprement dit, qui est un lieu par excellence où l'opposition entre un modèle multiculturel de diversité de la société et un modèle interculturel a été très fort réfléchi par les académiques. Donc, l'exemple en question, c'est la présence ou non d'une grande croix au cœur du parc public de Montréal, le parc Mont-Royal. Et il y a des controverses qui se font. Est-ce qu'il est légitime que dans un parc public, il y ait une croix qui soit signe justement d'un héritage, l'héritage catholique de la société québécoise, mais héritage catholique qui est extrêmement contesté dans la société québécoise, non seulement parce les nouvelles minorités culturelles issues de l'immigration ne s'y reconnaîtra pas, mais même la société franco-québécoise, depuis la Révolution tranquille dans les années 60, s'est fortement opposée, fortement sécularisée et opposée à l'Église catholique. Néanmoins, je vais citer deux des principaux philosophes québécois, Jocelyn McClure et Charles Taylor, qui défendent le maintien de cette croix dans le parc Mont-Royal sur base d'un double argument, et qui me semble être illustratif de ce qu'on a mis en évidence dans notre analyse du dialogue interculturel. Premièrement, il n'y aurait pas de problème de discrimination envers les minorités parce que cette croix serait présentée comme un rappel du passé. Donc, premier élément, on retrouve un respect dû au patrimoine commun, à notre patrimoine commun, le nôtre étant le nôtre de la majorité traditionnelle en l'occurrence. Et que le maintien s'inscrirait pour être vu comme un geste de diplomatie culturelle à l'égard de cette majorité déstabilisée, en disant même si ce n'est plus notre identité aujourd'hui, même si aujourd'hui la religion n'a plus la place qu'elle avait hier, on reconnaît qu'on est une société québécoise dont le passé est marqué par cet héritage catholique, et cette croix nous rappelle cela, nous rappelle non pas peut-être notre identité d'aujourd'hui, certainement pas notre identité de demain, mais quand même d'où nous venons en tant que société québécoise, et le fait que c'est un élément marquant pour énormément de personnes ayant, au moins en tant que le lieu d'où on vient, de la communauté québécoise. Le deuxième élément sur lequel ils insistent, c'est que même s'il y a là quelque part quand même comme une autorité publique qui entretient un signe quand même qui a une connotation religieuse, cela n'implique pas d'être contraignant par rapport aux minorités culturelles, cela n'implique pas d'imposer un certain nombre de conceptions de la vie, une conception du bien à l'ensemble des autres. Alors cette absence de contrainte qui fait le lien avec la question du soft power, qui est souvent liée à la diplomatie culturelle, ça a été rappelé dans des exposés précédemment, en fait, me semble être particulièrement important, mais si on la resitue dans le cadre du dialogue interculturel, il faut l'élargir, me semble-t-il, parce que derrière la question de l'absence de contrainte, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la faillibilité. Qu'est-ce que je veux dire par faillibilité ? C'est le fait que dans un dialogue interculturel, il est essentiel que les participants au dialogue interculturel, même s'ils cherchent à promouvoir leurs valeurs, aient conscience qu'ils peuvent se tromper, ils sont faillibles. Ils peuvent se tromper sur quelles sont les valeurs réellement constitutives du bien. C'est une condition absolument nécessaire au dialogue interculturel, parce que si le dialogue interculturel ne se veut pas comme prendre la forme d'une négociation, d'un rapport de force, mais comme une délibération, il faut que les participants de ce dialogue interculturel soient dans une situation où j'ai quelque chose à apprendre de l'autre. J'ai la possibilité d'être enrichi par la culture de l'autre, et si justement je peux être enrichi par la culture de l'autre, c'est parce que je ne détiens pas la vérité. C'est parce que c'est pas non plus une position relativiste où toutes les valeurs se valent, où il n'y a pas de vérité. Non, le dialogue interculturel cherche la vérité sur les valeurs qui seraient constitutives de la vie bonne. Et que ça existe ou pas n'est pas tellement important. L'important, c'est qu'on cherche à dépasser nos différences pour reconstruire ce qui, ensemble, nous paraît être la meilleure approximation de ce que seraient les valeurs constitutives de la vie bonne. Mais ce n'est possible qu'à condition qu'on soit conscient de jusqu'ici, on a pu se tromper dans la définition du bien et qu'au contraire, l'enrichissement mutuel rendu possible par le dialogue interculturel peut nous rapprocher du bien. C'est aussi important parce que c'est ça qui va pouvoir garantir cette unité narrative. L'histoire d'une tradition, l'histoire de l'évolution d'une culture peut être alors vue comme étant la recherche tout le temps approfondie de cette recherche de ce qu'est le bien. Et de la même manière qu'en science, l'histoire des sciences est une histoire de remise en question et de progrès constant. Ça permet alors de comprendre l'histoire des communautés, l'histoire des cultures, l'histoire des traditions, mais aussi l'histoire d'une personne comme étant une recherche perpétuelle du bien, où je vis l'enrichissement personnel non pas comme une mise en cause de ce que je suis, mais comme un approfondissement de ma réflexion sur ce qu'est la bonne manière de vivre. Mais donc, ce qui est essentiel aussi, c'est
que le dialogue interculturel soit compris comme une délibération et que dès lors, et je terminerai par là, si je reviens à l'idée de promotion des valeurs culturelles et politiques, cette promotion ne doit pas être une promotion où on cherche à imposer dans une forme de rapport de force, par la conviction, par tous les moyens que vous souhaitez, mais on cherche à susciter l'adhésion fondée sur une justification argumentative de en quoi les valeurs de notre culture sont des valeurs constitutives de la vie bonne. On doit être donc dans un exercice d'intelligence collective, de délibération. Mais c'est là le modèle idéal, bien sûr. Je ne doute pas qu'à l'idéalisme d'une analyse philosophique, des politologues pourraient opposer le réalisme d'une description des rapports interculturels et de l'usage effectif de la diplomatie interculturelle dans les rapports entre États. Je vous remercie. So, as you understood, we concluded with the application of this notion of intercultural dialogue defined by the European Council to the case of the Canadian state and in Quebec. Well, it is important for us to question some of these aspects concretely. Did you understand the example? I mean, it was about to cross in a park, and the fact that there was a kind of consensus here, even granted by philosophers like Taylor, to say that we have really to cross in this park because it is part of our common precisely past, and a recognition of the majority by the minority. But of course, this recognition shouldn't be a way to force or impose a culture. It has to be made according a process of debate. Nobody has the truth, and everybody can make mistakes. That's the notion of fallibility here. And this has really to be experimented based on the intercultural dialogue. Thank you very much.